Bonsoir à tous et bienvenue. Pardonnez la forme un peu cavalière, la coupe de cheveux, la voix enrouée et surtout les cernes, mais il est quasiment 2 h du matin lorsque je tourne cette vidéo à Séville où je suis en déplacement jusqu'à demain, mais je ne pouvais pas attendre vu l'actualité brûlante en Catalogne et le fait que j'ai beaucoup bossé le sujet ces derniers jours. Alors comme vous avez pu le voir, l'éviction de Valverde, le refus de Xavi, l'arrivée de Quique Setién, l'ancien de Lugo ou du Betis, ce changement de coach fait plaisir à l'immense majorité des coulés à travers le monde qui n'en pouvaient plus devant la pauvreté du jeu barcelonais ces derniers mois. Néanmoins, il y a beaucoup plus important que l'arrivée d'un nouveau coach, parce que le Barça aujourd'hui il est un carrefour de son histoire moderne, il est même au carrefour de son histoire moderne. Alors un peu de contextualisation. La première chose, c'est qu'au tournant des années 2000, le football a un petit peu changé au final. Il s'est internationalisé, les grandes marques de partout sont arrivées pour s'arracher à coups de dizaines de millions les sponsors maillots, du stade, ou que sais-je encore. Et donc cette internationalisation galopante et le fait que les clubs se sont transportés petit à petit en marques et même en multinationales pour les plus grands, on peut penser à Manchester United, au Real, au Barça notamment, qui est présent sur tous les continents et qui a parfois même des programmes en lien avec les politiques locales. On peut notamment penser en Chine, sur l'île de Haikou, où les projets sont colossaux, le Barça Experience, qui a à voir avec le tourisme voulu par le gouvernement chinois en mer de Chine méridionale. Bref, aujourd'hui, cette évolution du football, cette métamorphose, on l'a vu également au Barça, qui se targuait pourtant d'être un peu différent et d'être Mesquio Club avec l'esprit de ses pionniers et plein de petits détails, plein de petits joueurs et de petites choses qui faisaient effectivement du Barça un club différent et d'ailleurs peut-être pour ça aussi que tant de personnes en sont tombées amoureux. Avec le départ de Laporta, qui avait déjà commencé à inaugurer cette ère-là, et surtout Sandro Rosell puis Bartomeu, on a vu une évolution nette du club à tous les niveaux, que ce soit au niveau des jeunes, de la Masia, du trading de joueurs, l'explosion de la masse salariale et surtout une stratégie à court terme qui ne va pas trop avec ce qu'on avait connu dans le Barça, on va dire, d'il y a seulement 10 ans. Alors certains diront que c'est l'évolution du football, mais d'autres répéteront que le Barça se targuait justement d'être différent, donc pourquoi suivre un peu la meute? Bref, c'est un vaste débat. Et dans ces projets-là, il y a Espai Barça. Espai Barça, c'est le projet colossal de ce siècle-là, c'est pour ça que je dis qu'on a un carrefour de l'histoire moderne, puisque justement l'administration Bartomeu n'arrive pas encore à le financer. C'est un projet de 600 millions, donc ça correspondait à rénovation de... Parce que le Barça c'est un club omnisport, hein. Donc avec le nouveau complexe sportif justement pour le basket, pour le hand, pour la réserve, les féminines, bref, tout. Espai Barça, ce nouveau stade, tout. On imagine très grand pour l'avenir. C'est un projet qui devait coûter 600 millions à la base. Finalement, on se rend compte qu'en fait, ça va être 700 millions. Donc en théorie, est-ce que ça n'aurait pas dû être rediscuté devant tous les sociaux avec un référendum? Bref, donc Bartomeu veut marquer de son empreinte l'histoire moderne du club. Et pour cela, il a besoin d'être réélu en 2021. Alors attention, lui, il ne peut pas se représenter, mais l'idée, c'est justement un candidat qui arrive dans la suite de ce qu'il fait. Alors tout le monde pensait que ça allait être Cardoner, le fidèle vice-président. Finalement, il ne veut pas, il l'a avoué. Alors ils ont déjà en tête un autre candidat pour justement continuer le travail qui avait été réalisé ces dernières années. Et en fait, la stratégie de Bartomeu, elle est très court-termiste. Elle est même assez pragmatique, où on se dit, regardez, on va tirer jusqu'au bout sur Messi, etc., jusqu'à 2021 pour ensuite être élu. Alors c'est vrai que l'administration actuelle a un grand contrôle sur les Peña et qu'en face, il n'y a pas vraiment de candidat. Jusqu'à il y a quelques temps, avec l'arrivée de Victor Font. Et vous allez voir comment on va articuler ça vis-à-vis du changement de coach. Parce que vous avez pu le voir, mais pas mal de grands noms du Barça ont critiqué la gestion Bartomeu ces dernières années. On peut penser à Puyol et Xavi notamment, qui ont été les plus... ceux qu'on a plus répandus. Il y a eu principalement un problème, c'est le départ de Joan Villa. Alors lui, c'est le mentor de Guardiola, de Xavi, de Puyol, de tant d'autres. C'est quelqu'un qui était dans la méthodologie. C'est quelque part un philosophe du jeu. 48 ans! Il a passé 48 ans au Barça, et pour incompatibilité et différence d'opinion avec l'ancien directeur sportif Pep Segura, qui avait justement un peu remodelé la formation, il a préféré s'en aller. D'une manière d'ailleurs assez classe, parce qu'il n'avait pas non plus craché sur Segura, qui avait des idées complètement différentes aux siennes, et donc c'était un monument du Barça qui partait, et ça avait choqué un petit peu tout le monde. Alors évidemment, ils en ont gardé d'autres, on peut penser à Paco Seiroul, qui d'ailleurs là a vu son rôle augmenter. Seiroul, c'est un peu le maître de la préparation physique, sachant que lui, il est arrivé justement dans la section athlétisme à la base. On rappelle que le Barça est un club omnisport, et donc petit à petit c'est dédié au football avec une préparation physique justement adaptée au métier de footballeur. Il est considéré comme le prophète des prophètes un peu de la préparation physique en Espagne et même ailleurs. C'est justement lui aussi un penseur qui incarne ce Barça presque immortel des pionniers. Donc lui, il est resté, il y en a certains qui sont là, mais il y a quand même eu un changement global dans la politique de la Masia, puisqu'aujourd'hui, les jeunes au Barça, c'est pas pour un but sportif, c'est avant tout pour un but financier. Et pourquoi cela? Parce que la masse salariale a tellement augmenté, les dépenses du club ont tellement augmenté, alors elles sont allées de pair avec des revenus également commerciaux qui ont décuplé, que ce soit même les jours de match où ça a un petit peu augmenté, mais surtout tous les contrats de sponsoring, maillots, etc. On peut penser à celui de Rakuten, bref, les droits TV, donc c'est allé en corrélation, mais la gestion actuelle de Bartomeu, elle est très
très très onéreuse, parce que maintenant c'est pas l'idée de former pour petit à petit faire une équipe et créer voilà, garder cet ADN on va dire cher au Barça, c'est faire des recrues spectaculaires. On peut penser à Griezmann et même se demander si est-ce qu'elle était vraiment nécessaire vu le profil du joueur et l'effectif en place. C'est à l'époque avoir fait venir Neymar avec l'administration Sandro Rosell et tout ce que ça a connu et les affaires judiciaires derrière. Bref, c'est d'acheter, c'est de peser sur le marché des transferts. Et pour ça, eh bien, il faut financer. Et donc c'est ainsi, vous voyez, des jeunes arrivés parfois en post-formation, ils font peut-être 1 ou 2 années au Barça avec l'idée de les revendre derrière et pourquoi pas faire du bénéfice. Vous voyez également des transferts qu'on qualifiera de suspects, ensuite Paulinho, l'aller-retour en Chine, des agents utilisés dont j'avais déjà parlé, où pareil tu te dis mais attends, est-ce que c'est le Barça ou pas? Et d'ailleurs c'est assez marrant puisque la direction actuelle se plaint justement des agents, de certains qui disent oui mais les jeunes ils réclament des primes à signature de pas possible, les agents de plein de commissions, donc c'est pour ça aussi qu'on ne les garde pas. C'est assez ironique quand tu vois la gestion réelle de Bartomeu et les gens avec qui il deal. Mais bon, on n'est pas un paradoxe près. Donc bref, comme on a pu le voir, la gestion a changé, et Valverde au final c'était un pare-buff parfait. C'est-à-dire que toutes les critiques se reposaient sur lui, mais quand on pense réellement à la stratégie du Barça, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour rester au top, au niveau sportif je parle pas pour tout le reste, sur le marketing et tout ils sont très très forts. Je parle au niveau sportif, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se dit, parce qu'on a Messi, parce que quelque part Messi, ça permet, tu vois, tout le monde tranquille, on se dit on a le meilleur joueur du monde, et même quand on est nul collectivement et qu'on a notre gardien qui nous sauve à l'Atlético, tu sais que dans les 10 dernières minutes, un coup de génie peut arriver, et en effet c'est arrivé, je crois que c'est un 1-2 avec Suarez, et bim, va chercher. Oui, mais ça va pas durer ad vitam aeternam. Un jour, Messi, il va partir, il faudra commencer à préparer. Dans le même temps, on peut se poser la question du poids accordé au cadre du vestiaire, qui a donné l'impression un peu de tout diriger, et parce que c'était quand même un peu le Club Med avec Valverde. Alors après, comme je vous dis, on peut reprocher quantité de choses à Ernesto Valverde. Est-ce qu'il était compatible déjà avec le Barça et avec l'effectif? C'est une première question. Et deux, il a été maintenu en place par la direction. Donc on peut s'en prendre au coach qui, je pense, fait du mieux qu'il peut. Peut-être qu'il a des limites, mais voilà, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Mais on devrait peut-être se poser des questions, pourquoi la direction l'a gardé? Et ça m'a fait penser à Aulas et Genesio. Quelque part, c'était pratique d'avoir Genesio pour Aulas. Toutes les critiques se reposaient sur lui. Et on évitait de se demander quel est vraiment le projet. Comme je vous le dis, l'idée c'est, en 2021, donc d'être élu pour les 6 prochaines années, qui est un candidat Bartomeu. Et là, avec Valverde, ce qui est quand même le timing est marrant, parce que tout le monde peut s'apercevoir que le jeu, collectivement, ça va pas depuis des mois. Mais même l'effectif, est-ce qu'il est bien construit? Est-ce qu'il y a suffisamment d'ailiers, de joueurs de côté? Bref, il y aurait plein de choses à dire. Et donc du jour au lendemain, tu te dis, après une défaite face à l'Atlético dans cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne disputée en Arabie Saoudite, tu te dis, ah non, c'est la défaite de trop, on doit le dégager. What? Surtout que tu n'avais pas été nul dans le jeu, tu avais fait un bien meilleur match ce jour-là qu'ailleurs. Et les résultats cette année, bon, tu as perdu quelques matchs, mais en championnat, tu es égalité avec le Real, tu es qualifié en Ligue des Champions. Donc je veux dire, les résultats sont pas infamants non plus, la manière, oui. Mais juste parce que tu perds une demi-finale, tu le dégages directement. Et la manière, surtout, elle laisse beaucoup à désirer. Même Iniesta, le taiseux Iniesta s'est permis de dire que c'était quand même moche, parce que tu n'avertis pas vraiment ton coach, tu appelles plein de personnes, et tu donnes l'impression de paniquer. Parce qu'on a envoyé Eric Abidal et Oscar Gros. Alors Oscar Gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en théorie, quand il vient, Oscar Gros, c'est pour signer un contrat, c'est vraiment pour parler business. Donc pour essayer de convaincre Xavi. Et c'est quand même assez marrant, parce que Xavi, ça a été l'un des opposants réels à Bartomeu et à la gestion du club, notamment au départ de Villa. Lui et Puyol sont montés au créneau. Donc Xavi qui a Al-Sadd au Qatar. Alors pareil, une expérience, on va faire un petit aparté sur Xavi, sa première expérience de coach. Ça a commencé un peu difficilement dans le jeu, et surtout ça a atteint son paroxysme parce que demi-finale de Ligue des Champions asiatiques, ils sont éliminés, ils sont décrochés en championnat, mais Haldwell vraiment cette année très très fort, et surtout vous avez eu le championnat du monde des clubs, et cette défaite 6-2 contre l'Espérance, un club tunisien qui n'a absolument pas le budget de Al-Sadd. Alors il y a eu des critiques, même de quelques fans, parce que Al-Sadd c'est quand même un des clubs historiques du Qatar, il y a quand même une petite base de fans, alors évidemment c'est limité en termes qatari, mais il y a eu des critiques, ça ne passait pas et tout, et bizarrement depuis cette période de gros creux, il y a du mieux. On voit des buts spectaculaires, on voit des mouvements. Alors ça, j'en ai parlé avec des journalistes égyptiens et libanais qui suivent au quotidien le football qatari, et on me dit quand même, il y a du mieux maintenant. Et après, évidemment, on va pas comparer le contexte d'Al-Sadd et du Barça, et c'est un peu comme Steven Gerrard. Si un jour Liverpool arrive, lui dit voilà, Klopp il part pour X raison, ça en fait un candidat légitime, parce que c'est un candidat fédérateur. C'est-à-dire que vis-à-vis des fans du monde entier, ça a été une idole. Donc tout le monde va dire, tout le monde est pour l'idée de voir Xavi au Barça ou Gerrard à Liverpool. Donc ça, c'est fédérateur. Dans le même temps, vis-à-vis du vestiaire, tu fais venir Xavi. Tu sais que le vestiaire en plus a toujours du poids au Barça, c'est aussi les contenter. Donc c'était quelque part le bon choix. Mais il y a aussi autre chose, c'est que pour 2021, il y a un candidat déjà déclaré qui s'appelle Victor Font, qui s'oppose justement à la gestion actuelle de Bartomeu et qui explique pas mal de choses. Il y a une interview très intéressante réalisée par la journaliste Tracy Rodrigo, je vous conseille, c'est en français. Oui, c'est vrai qu'il répète inlassablement l'ADN du Barça. Alors, évidemment, c'est un slogan aussi marketing, mais ça se transmet aussi dans les actes. C'est-à-dire qu'il s'est associé directement avec Xavi sur un logiciel de méthodologie footballistique, donc on est très loin justement du pur commercial, du pur trading, là on parle de méthodologie, et cette méthodologie elle a été faite par qui? Par Joan Villa, le mentor de Xavi, qui est parti il y a un an, justement, parce qu'avec Pep Segura il y a des problèmes. On remarquera quand même que Pep Segura aujourd'hui est parti du Barça, mais quand même,
La symbolique est très très forte. Donc ça n'allait pas être facile de convaincre Xavi, sachant que déjà une autre légende du Barça avait refusé de travailler avec cette direction-là, c'est Carles Puyol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu arrives déjà au dernier moment, d'un coup, oui, il faut le remplacer, etc. Il faut venir dès maintenant, en pompier. T'as l'impression que c'est un peu un bouche-trou, et puis surtout, si tu faisais venir Xavi, tu affaiblissais considérablement ton adversaire pour 2021. Donc c'était aussi un choix politique. Finalement, Xavi refuse. Je ne sais pas s'il voulait le poster ou pas, ça, je n'ai pas d'informations. Et donc, c'est là où c'est incroyable. Tu veux Xavi, tu vois qu'il veut pas, et tout de suite, tu en veux un autre. Enfin, si tu veux, il y avait un côté, tu as l'impression que c'est bouche-trou sur bouche-trou, tu sais pas quoi faire. On a entendu que plein d'autres coachs ont été contactés. Je ne sais absolument pas. Ça parlait de Pochettino, de Coman. Comme vous pouvez le voir aussi, la presse catalane, à son habitude, te sort 50 000 rumeurs. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? En tout cas, c'est allé très très vite pour changer de coach, comme si Valverde était devenu un pestiféré. Comme je vous dis, c'est quand même surprenant. L'équipe, elle est quand même mauvaise collectivement depuis très longtemps. Puis du jour au lendemain, tu t'es dit, putain, on a perdu en Arabie Saoudite une demi-finale de Supercoupe qui sert à pas grand-chose. Tiens, ça y est. Bon, bref, c'est encore autre chose. Mais comme je vous dis, c'est un calcul politique, le fait d'avoir essayé de faire venir Xavi. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Après Puyol, Xavi refuse de travailler avec cette direction-là. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a le court terme d'un côté, et l'histoire, l'ADN et cette stratégie à long terme. Quand je vous parlais de la Masia tout à l'heure, c'est très important parce que l'histoire moderne du Barça, c'est faite sur quoi? Sur le jeu de Guardiola et sur ces jeunes qui ont été formés ici. Messi, Iniesta, Busquets, Piqué, enfin Piqué il est parti aussi à United, mais quand même c'est un gamin de la Masia au début, il ne faut pas oublier. Même Oleguer qu'on salue. Bref, et avec une idée, une philosophie qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler d'Ansu Fati qui vient d'arriver, de Pérez ou de Carles Aliena, qui d'ailleurs a été prêté au Betis, qui fait un petit peu grincer. On peut également parler du jeune Puig au milieu de terrain. Ok, même s'ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de chance, et certains vont dire que c'est Valverde. Moi, je me rappelle que cet été, il y a eu une énorme communication autour de la Masia pour dire, regardez, c'est l'ADN du club, on en fait des tonnes sur Fati, sur Pérez, etc. Parce qu'aujourd'hui, la Masia, c'est un argument marketing. Alors, évidemment, les gens, quand on leur dit les jeunes, c'est pareil à Arsenal, dans tous les autres clubs, on dit, ouais, faut faire jouer les jeunes, faire jouer les jeunes. Mais déjà, il faut une exigence incroyable parce qu'on te demande d'être au Barça, on te demande pas d'être dans n'importe quel club. Et donc, si tu n'as pas mis tous les éléments philosophiques avant et tout le travail en amont, c'est-à-dire le recrutement pré-formation, où le Barça a beaucoup perdu à ce niveau-là, et on va dire un parfait accord, une parfaite symbiose dans les processus d'évolution des jeunes, et ben c'est un petit peu compliqué. Et je rappelle qu'avec la révolution entamée par l'ancien directeur Pep Segura, qui a été nommé par cette direction-là, donc c'est leur choix, qui a voulu changer, qui a même fait évoluer les critères de recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Barça, on prend plus en compte le physique. Et oui, en jeune, ce qui a fait beaucoup évoluer quand même la chaîne d'évolution. Alors, pas uniquement, mais c'est un élément qui n'était pas autant pris en compte avant. Bref, même avec son départ, tu as des coachs aujourd'hui qui sont un peu troublés. Certains sont de l'ancienne école, certains de la nouvelle, ce qui fait que c'est pas homogène. C'est un peu comme l'équipe première, c'est pas du tout homogène. Alors certes, aujourd'hui, on en fait beaucoup sur Ansu Fati ou que sais-je encore, et certains jeunes n'avaient peut-être pas le niveau pour jouer au Barça, parce qu'il faut pas oublier que la génération qu'on a eu avant, elle est exceptionnelle, elle se reproduira peut-être pas avant longtemps. Mais il y avait tous les ingrédients du bon travail pour arriver justement à sortir ces joueurs de cette qualité-là au niveau mondial. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Bah non, parce que tu sais qu'en plus, leur but, c'est de faire du trading. C'est-à-dire que c'est une valeur marchande, on peut la vendre. Et puis, même à l'époque de Guardiola, quand il est coach de la réserve, le Barça faisait venir des fois un ou deux éléments pour encadrer la réserve, le Barça B, parce que justement à l'époque c'était assez faible, mais pas plus. Là aujourd'hui tu prends la réserve du Barça, tu prends le latéral Akieme, qui sont fait venir du Rayo Vallecano, il est titulaire indiscutable. T'as Rice aussi qu'ils ont ramené de Groningen, qui joue très souvent. Tu as Arroyo, le défenseur uruguayen qui sont allés chercher à Boston River, un grand défenseur central qui a déjà joué en pro d'ailleurs. Pareil, alors ça peut se comprendre de faire un recrutement post-formation pour un ou deux cas, mais là ça paraît beaucoup, notamment pour Akieme, j'ai rien contre lui, il vient du Rayo Vallecano, il est titulaire indiscutable. Et la réserve aujourd'hui du Barça qui est en Segunda B, donc la 3e division, on se rappelle qu'il y a quelques années il était en 2e, là il faut une donnée pour le moment plutôt correcte, même s'ils sont derrière l'Espagnol au classement, après c'est assez serré, le Barça B en plus a un match de retard, mais pareil. Est-ce que c'est vraiment une politique de formation comme on l'avait il y a 10 ans? Regardez les changements, c'est incroyable. Là, l'idée de faire venir qui Setien, en effet, en termes de jeu, ça va être spectaculaire, on sait tous sa philosophie. Et pour lui, c'est aussi inespéré, parce que quand tu regardes son parcours, il a commencé quand même assez bas. Comme je vous dis, il a été des années à Lugo. Là, c'est vrai qu'on reste sur sa période très romantique au Betis. Donc, on demande à voir, est-ce qu'il va convaincre justement l'équipe de son projet? Parce que c'était quand même un peu le Club Med, et c'est vrai que certains cadres du vestiaire avaient un poids pas possible autour du club, c'est encore une autre question. Mais évidemment, on peut que se réjouir, parce que collectivement, ça risque d'être autre chose, et ça va être sympathique. Mais ça ne résout pas le problème majeur du club, qui se retrouve aujourd'hui, comme je vous dis, à une étape fondamentale, et malheureusement, des fois, on a été aveuglé par les succès du Barça, mérités ou non, parce qu'il y a un génie sur le terrain, et ça n'empêche pas qu'il y a d'autres choses qui sont pas forcément très claires, et on peut s'inquiéter même sur la dette réelle du club, ce qui pose toujours question, et d'ailleurs je vous renvoie à cet article où on peut voir que le Barça, alors attention, je rappelle que les transferts ne se payent pas en une fois. Quand il y a un transfert, mettons, de 100 millions, souvent c'est payé en 2, 3, 4, 5 ans. Le Barça aujourd'hui paye en 5, 6 ans. D'ailleurs cet été, je le rappelle, il voulait payer Neymar en 6 ans.
Donc c'est pour ça que le PSG n'a pas voulu, quand Dembélé finalement n'a pas voulu faire partie de l'opération, autrement c'était fait, en 6 ans. Et donc là, on voit qu'ils ont encore plus de 90 millions à payer sur le transfert de Coutinho. Bref, c'est plus de 200 millions que le Barça doit encore payer sur les transferts qu'ils ont réalisés, même si eux, évidemment, il y a des clubs qui leur doivent aussi de l'argent, je crois que c'est à peu près 90 millions. Néanmoins, le train de vie du club pose question, les prêts ont augmenté, pour Griezmann, ils ont dû se faire prêter de l'argent. Bref, il y a plein de choses à dire, et on peut s'inquiéter sur est-ce que tout ce style de vie-là, le Espagne-Barça et tout, est-ce que c'est viable à long terme pour simplement les ambitions politiques de certains qui en effet ont mis la main sur le club et qui n'ont surtout pas envie de partir parce que la soupe elle est très bonne en Catalogne. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a donné quelques indications sur le futur du Barça et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Ciao.